Pendant que tous les investisseurs paniquent sur la supposée chute du marché du luxe et que les médias annoncent la fin de l'empire LVMH, Bernard Arnault, lui, vient de discrètement miser plus de 850 millions d'euros dans 3 secteurs que personne ne voit venir. Ces investissements n'ont pourtant rien à voir avec le marché du luxe traditionnel et pourtant ils pourraient être la clé de sa domination totale sur l'Europe dans les 5 prochaines années. Et si c'était ça, au final, le vrai secret des milliardaires qui ne perdent jamais d'argent en bourse. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 3 ordres boursiers que Bernard Arnault a pris sur le marché et qui pourtant va défier toute la logique des investisseurs, mais qui cache une vraie stratégie de génie. Allez, sans plus attendre, on va commencer la vidéo. Donc, ici, on peut voir qui est donc un article justement donc de la Tribune et qui nous dit donc la prise de position mineure de Bernard Arnault dans Richemont. Donc, Bernard Arnault, PDG du groupe LVMH, a acquis une petite participation personnelle dans la compagnie financière Richemont. Cet investissement personnel n'a pas été précisé ni confirmé par les parties concernées, mais qui est à mettre en perspective. Alors j'ai bien analysé et effectivement donc LVMH, donc Bernard Arnault a bien pris cette position. Alors quand on va venir donc analyser rapidement la compagnie ici, donc la compagnie financière donc de Richemont, comme on peut le voir, clairement une entreprise qui est en bonne croissance. Donc c'est vraiment une entreprise qui a assez bien performé ces dernières années. On peut voir par exemple ici que l'EBITDA est lui durant ces derniers trimestres en chute, mais qui globalement on voit qu'on est quand même assez élevé en termes de toute proportion gardée. Donc on peut voir quand même que l'EBITDA a assez bien évolué à partir de 2020. Ici on est en légère baisse, mais rien de bien inquiétant. On peut voir également ici les total revenus, donc les revenus totaux générés par cette entreprise qui sont également en hausse croissante et qui suivent la même tendance que l'EBITDA. Là, les revenus bruts, donc la marge brute, on voit également qu'elle est croissante, qu'elle a été croissante à partir de 2021 environ, et on voit quand même qu'ils ont une assez bonne marge, donc qui est aux alentours des 68%, qui est quand même, ça reste une bonne marge assez élevée quand même comparé donc au secteur global. On voit également ici que la marge nette est de 12%, qui est quand même une assez bonne marge au niveau de ce secteur. Pour te donner un petit ordre en fait de comparaison, une marge se compare toujours en fonction des marges de ses concurrents. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de dire directement ok cette marge-là est bonne, cette marge-là n'est pas bonne. Typiquement, dans le marché par exemple de l'énergie, on va avoir des marges qui seront beaucoup plus faibles. Tandis que dans des entreprises qui vont être plus dans le secteur du luxe, de l'informatique, du service, on aura tendance à avoir des marges qui seront beaucoup plus élevées. Je t'arrête 2 petites secondes pour te dire que je vais bientôt supprimer ma watchlist du mois de juin qui se trouve juste en bas. Tu peux encore cliquer dessus pour la retrouver, c'est totalement gratuit. Je te mets dedans 5 actions, dont une où j'en suis sûr que tu n'as jamais entendu parler de cette action. C'est une action où mes statistiques et mes modèles de machine learning ont clignoté dans le vert foncé. Donc je te le mets juste en bas, c'est totalement gratuit, tu peux le retrouver et c'est les derniers moments que tu peux encore la retrouver. Dans quelques semaines, je vais la mettre à jour et je vais mettre des nouvelles pour le mois de juillet. Et ça serait des entreprises qui ne seront pas comme celle-ci. Donc je t'invite vraiment à aller cliquer dans le lien qui se trouve juste en bas. Et c'est totalement gratuit et je t'invite vraiment à le suivre avec rigueur. Allez, on continue tout de suite avec la suite de la vidéo. C'est la raison pour laquelle ici, la marge est quand même assez bien élevée. On voit également ici donc les dividendes. On voit qu'elle ne verse pas non plus énormément de dividendes. Mais je ne pense pas que c'est une entreprise à dividendes. C'est plutôt une entreprise de croissance. Et comme on peut le voir ici, donc on a quand même donc 3 $ par dividende, enfin de dividendes par action. On voit également ici donc les CAPEX. Les CAPEX, c'est les investissements qui sont faits en fonction de l'évolution du revenu. On voit notamment ici qu'on a CAPEX de environ 4,86, ce qui reste quand même une assez bonne proportion. Pareil, toujours à comparer avec les CAPEX de ses concurrents. Ça ne sert à rien de dire ok, il a un bon ratio CAPEX revenu si ses concurrents également n'ont pas la même stratégie d'investissement. CAPEX sur revenu, c'est quoi? C'est les investissements qui vont être faits en fonction des revenus que l'entreprise génère.
Si l'entreprise génère beaucoup de bénéfices et que ses revenus sont croissants et que ses investissements vont également croître, alors à ce moment-là, les investissements vont croître de manière proportionnelle à l'augmentation des revenus. Jusqu'à là, tu me suis. Mais si l'entreprise commence à investir beaucoup plus que l'augmentation de ses revenus, à ce moment-là, on a un capex sur revenu qui augmente. Ça voudrait dire que l'entreprise investit de manière massive, investit plus que l'augmentation de ses revenus. Ce qui est bon signe parce que ça voudrait dire que l'entreprise est dans une perspective de croissance. Ensuite, Tangible Book Value, on voit que ça augmente, donc on est proche de 20 milliards. Tangible Book Value, c'est quoi? C'est les commandes qui sont effectuées et validées, qui sont en attente pour l'entreprise. C'est-à-dire que si l'entreprise a signé un contrat à 20 milliards, un seul contrat à 20 milliards, alors son book value, tangible value, est de 20 milliards. D'accord? Si elle a 2 contrats qui ont été signés pour l'année de 5 milliards, ça ferait 10 milliards de tangible book value. Ça permet justement de donner une idée de comment est-ce que l'entreprise est positionnée sur les contrats qui ont été passés par l'entreprise et les clients en question. Et on voit également ici le Price Earning Ratio, donc le PER, qui est une notion qui est extrêmement importante en bourse, parce que ça veut clairement nous dire si l'entreprise est surévaluée ou sous-évaluée. Ici, l'entreprise est valorisée à 24 fois ses bénéfices. C'est-à-dire que l'entreprise génère 1 et on paye 24 fois ce bénéfice. Est-ce que c'est élevé? Est-ce que c'est faible? Tout dépend encore une fois du secteur en question. Un PER se calcule toujours en fonction du secteur. Il y a encore une fois des secteurs qui ont tendance à avoir des PER et donc des valorisations qui sont beaucoup plus élevées. Typiquement, les entreprises informatiques, les entreprises beaucoup plus scalables, typées croissance, eux vont avoir vraiment un PER qui va être beaucoup plus élevé. Tandis que les entreprises beaucoup plus value, où ils vont plutôt se concentrer sur la valeur intrinsèque de l'entreprise, ils vont plutôt tendance à avoir des PER qui sont assez faibles, qui sont valorisés plus ou moins au même titre que le bénéfice qu'ils génèrent. Typiquement, on va avoir des entreprises comme des secteurs, comme par exemple des banques, dans l'énergie également, tous ces secteurs-là qui sont plus ou moins lents, qui sont plus ou moins, voilà, eux ont tendance à avoir un PER qui est beaucoup plus faible. Ensuite, donc ici 24, et on voit que le PER médian est de 22, ce qui est plus ou moins, on est aux alentours de la médiane, ce qui est assez correct comparé aux valorisations futures. Donc on pourrait dire plus ou moins qu'en fonction de ce que l'entreprise génère, elle est assez bien valorisée en fonction de ce qui a été valorisé dans le passé. Le PER, ce qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est que c'est la valorisation, l'image de l'entreprise faite par le marché. Si le marché juge qu'une entreprise a de la valeur, elle aura tendance à être valorisée beaucoup plus que ses bénéfices, et donc à avoir un PER qui sera beaucoup plus élevé. Tandis qu'une entreprise, elle peut très bien générer énormément d'argent, mais si les gens, et si le marché perçoit comme cette entreprise une entreprise qui n'est pas bien, alors à ce moment-là, elle aura un PER, une valorisation qui sera faible. Et donc intrinsèquement, au niveau de sa valeur comptable, ça sera vraiment intéressant. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que l'entreprise est réellement pricée et vaut son résultat comptable. Donc il est beaucoup plus intéressant d'acheter un PER bas que d'acheter un PER haut. Encore une fois, il faut bien entendu s'assurer de comparer le PER en fonction du secteur dans sa globalité. Ensuite, on passe ici au free cash flow. On voit également que les free cash flow sont croissants depuis un bon nombre d'années. Donc ça, c'est motivant et c'est encourageant. En tout cas, rien à dire par-dessus. Donc ça, c'était la première action de Bernard Arnault. On va passer à la deuxième. Ici, hop, LVMH prend une participation indirecte au capital de l'italien Moncler. Donc Moncler est la deuxième action sur laquelle Bernard Arnault investit dessus. Donc pareil, on va venir l'analyser ici rapidement. Encore une fois, donc Moncler, on voit que bon, ça a tendance à avoir une assez bonne tendance sur le passé. Bon, il faudrait encore une fois ici que
Hop, voilà, le graphique s'affiche bien. Donc on voit quand même qu'on a eu une assez bonne augmentation. On voit également que on a des variations ici. On n'est pas encore au plus haut historique de l'action en question. On voit ici également l'EBITDA qui est croissant. Je ne vais pas passer ici encore une fois sur tous les ratios. C'est uniquement pour vous montrer vraiment les plus importants. Donc on peut voir ici il y a un EBITDA croissant. Donc ça c'est une bonne indication. On voit également ici les marges nettes qui restent assez stables et qui sont quand même assez bien élevées. On voit également ici donc les capex qui diminuent. Donc on voit que l'entreprise ici n'est pas vraiment dans une dynamique de réinvestissement. On voit également ici que le tangible book value augmente, ce qui est bon signe. Et on voit ici que le PE ratio est donc je vais juste le mettre ici pour avoir une médiane sur 20 ans. Et on voit ici que est valorisé à 23 et actuellement il est à 20. Donc ça voudrait dire que l'entreprise est typiquement valorisée moins en termes de sa valorisation passée. Donc on peut dire que ici typiquement c'est plus intéressant en tout cas de l'acheter maintenant que la médiane de 5 ans, 10 ans, 20 ans. Donc deuxième position, Moncler. Donc voilà, donc ça c'était vraiment la deuxième position. Maintenant la troisième position, et tu vas voir qu'ici en fait la position va être assez spéciale et super intéressante parce que je ne me suis pas arrêté uniquement aux investissements de Bernard Arnault, mais je me suis vraiment plongé sur son fonds d'investissement. Comme tu le sais sans doute, il a un fonds d'investissement qu'il a créé, donc Agalae Ventures. Donc comme tu peux le voir ici, donc c'est basé à Paris, San Francisco, pardon, et tout simplement ça a été créé, en tout cas backé et contrôlé par les shareholders, donc les détenteurs des actions, donc les actionnaires de LVMH et donc de Bernard Arnault. Et en fait, LVMH, le groupe LVMH détient également un petit fonds d'investissement. Ce fonds d'investissement-là investit dans des autres projets qui pourront être intéressants pour le groupe LVMH. Donc c'est des positions qui sont prises indirectement, mais ici c'est vraiment un fonds d'investissement qui va de Capital Ventures où il va vraiment venir financer des petites startups. Et donc j'ai poussé la réflexion un petit peu plus loin. Et je me suis dit, au lieu de savoir directement quelle action est-ce que LVMH investit, enfin que Bernard Arnault investit dessus, je me suis dit, mais finalement, il faudrait savoir dans quoi est-ce que son fonds d'investissement investit pour savoir comment est-ce que eux jugent le futur des actions, le futur des secteurs qui pourront exploser et qui pourront bien évoluer dans le futur. Et c'est là que je me suis rendu compte que finalement, le fonds d'investissement de Bernard Arnault est actuellement en train d'investir massivement dans des projets d'intelligence artificielle. Et comme tu peux le voir ici, donc on va en prendre 3 qui m'ont vraiment sauté à l'esprit. Comme tu peux le voir ici, on a eu tout d'abord un premier investissement qui a été fait ici sur Atlas. Atlas, c'est une intelligence artificielle qui permet justement de s'habiller en fonction d'un chatbot que l'on donne en fait en input. Donc, au début, on a un chatbot, on lui dit par exemple la météo, on lui dit également de quel thème est-ce qu'on veut, et lui il nous sort directement une combinaison de vêtements sur lesquels on peut copier et pour pouvoir en fait s'habiller directement par-dessus. Deuxièmement, on a également une autre, donc si la page elle veut bien s'afficher, une autre entreprise qui est voilà, comme tu peux le voir, donc un AI team member for gym reception facilities and beyond that. En gros, c'est vraiment un accueil et un service client directement géré par une IA. Donc, ça permet vraiment de gérer en fait du service client directement par IA, donc de ne plus avoir de personnes qui devront toujours prendre les téléphones, etc., parce que tout va se faire via les IA. Troisième entreprise, et la liste est longue, mais ici, tu vas voir qu'en fait, il reste bien jusqu'à la fin, parce que le mot en fait, de la fin est vraiment le plus important. Ici, c'est une application de performance d'automatisation, où en fait, il va comprendre directement les KPI en direct, et ça va être intégré avec de l'IA. Et grâce à l'IA, ça va permettre de piloter l'entreprise en fonction des résultats et des KPI, donc des ratios en fait que l'entreprise a. Et ça, on peut le faire en fait en live. Avant, on devait attendre la fin d'année, donc clôture pour faire les bilans financiers et prendre des positions pour changer de rectification, etc. dans l'entreprise. Une fois qu'on a les chiffres à la fin de l'année, sauf que ici, on peut le faire en live directement et l'IA analyse ces données-là pour nous donner justement des recommandations en fonction des mesures qui peuvent être prises dans l'entreprise. Et ici,
on touche quand même quelque chose qui est beaucoup plus important que de savoir directement sur quelle action est-ce qu'il faut investir. Ici, vraiment la moralité de cette vidéo, ce que je voudrais que tu comprennes, c'est que il faut vraiment voir où est-ce que les gros fonds, où est-ce que les gros investissements, les capitaux vont. Nous ici, on est vraiment là pour essayer d'aller là où l'argent, le gros de l'argent va. On n'est pas là pour essayer de réinventer la roue. S'il y a une action qui monte et que les gens achètent cette action-là, et que nous on fait une analyse et finalement on voit que c'est intéressant, on va rentrer dedans. Mais même si on n'a pas finalement une infinité avec cette action. Pourquoi? Parce que nous, notre but, c'est de spéculer et de faire des plus-values. La finalité est là. Et donc en voyant ça, on se dit que finalement, ce qui est vraiment intéressant, c'est de s'intéresser à toute cette nouvelle type d'entreprise qui arrive sur le marché, qui émerge sur le marché, qui intègre justement de l'IA dans son processus d'entreprise et qui propose justement des solutions qui sont backées par de l'IA. Et ça, c'est vraiment très important. Je pense que vraiment, je vais prendre maintenant de plus en plus ce critère-là au sérieux. Je veux en fait, avec mes investissements, être là au bon moment, au bon endroit. Et je pense que réellement, intégrer des entreprises qui intègrent l'IA à l'intérieur de celle-ci permettent vraiment de me rassurer sur le fait que l'entreprise prend le virage de l'IA et n'est pas en train de faire une Kodak qui va complètement rater en fait le virage de cette nouvelle technologie. Donc c'est encore bien plus important que de savoir exactement sur quelle action est-ce qu'il est en train de se positionner. Ce qu'il faut également prendre en compte maintenant pour tes prochains investissements, et ça peut être en fait un critère supplémentaire dans ta watchlist, dans tes critères, dans ta checklist, pardon, c'est de savoir si l'entreprise intègre l'IA dans son processus, dans son entreprise ou dans son processus de création de valeur. Donc comme tu peux le voir, Bernard Arnault investit énormément, que ce soit dans des grosses entreprises, dans des rachats d'entreprises qui sont plus ou moins dans la même thématique du luxe dans laquelle LVMH est, mais il investit également dans des petites entreprises, dans le futur, dans des nouvelles technologies. Et comme tu le sais, ça, c'est également la stratégie de Warren Buffett. Je viens de faire une vidéo sur le portefeuille de Warren Buffett et j'analyse et décortique une par une toutes les actions que Warren Buffett détient et la fin et le résultat est juste bluffant. Je te mets la recommandation de la vidéo juste ici. Je te recommande vraiment d'aller la voir maintenant pour continuer la suite de cette vidéo et nous on se retrouve tout de suite sur cette vidéo. Allez, à tout de suite.